Au sommaire de ce journal, vous ne le savez peut-être pas, la première femme membre d'un gouvernement au Burkina Faso était originaire de Banfoura. Cela date d'une certaine époque, une époque coloniale et post-coloniale remise au goût du jour à travers une exposition d'objets et de livres anciens au Salon des conservations de la curiosité et des collections dans la cité du Paysan Noir. Vous verrez toutes les images. Ils ont donné leur nom à la région qui abrite la célébration du 11 décembre cette année, tout un symbole. Nous irons sur les sites des cascades de Karfiguela avec Luc Pabelgem à la découverte de cette merveille de la nature. Et puis, après 10 ans de mise en œuvre, le Comité national de pilotage du projet d'appui au pôle de croissance de Bagré dresse le bilan de ses actions. On parle de nombreuses réalisations, aussi bien infrastructurelles qu'agricoles. Vous verrez les images également dans cette édition. Bonsoir, voilà pour le sommaire. Mais d'abord, cette affaire d'homicide qui provoque des remous dans la commune de Tanguin d'Assouri. Un policier ce mercredi a abattu un jeune fermier qui aurait refusé d'obtempérer. Il n'en a pas fallu plus pour que le commissariat soit envahi par la population en colère. Dans leur protestation, ces manifestants ont installé, comme vous pouvez le voir sur ces images, des barricades sur la route nationale numéro 1, bloquant ainsi toute circulation. Ils demandent notamment que la lumière soit faite sur cette affaire, qui ne serait pas la première du genre dans la commune. On écoute l'un des manifestants. Nous avons barricadé la voie pour exprimer notre mécontentement. Ce matin, un policier a interpellé un conducteur du tricycle qui n'a pas obtempéré. Il a donc abattu une balle dans la tête. Et cela fait la deuxième fois. La précédente, c'était à Ballonnet, où un jeune a été tué par un soldat à cause d'une fille. Et il n'y a pas eu de suite. Mais cette fois-ci, tant que les autorités ne viennent pas pour qu'on clarifie la situation, pour que cela ne se répète plus, nous n'allons pas libérer la voie. D'ailleurs, nous voulons qu'on remplace tous les policiers qui sont à ce poste de police. On change complètement de sujet et direction la région des Cascades qui, vous le savez, abrite les festivités du 11 décembre cette année. 60 ans d'indépendance qui seront célébrés dans moins de 48 heures maintenant. La lutte fut longue et parfois ténace. Que de souvenirs aussi de cette époque et de celle des premières années de l'autonomie. Souvenirs ravivés par l'existence de bâtiments, d'engins, d'objets et de livres qui ont survécu autant, toute une histoire exposée au Salon des conservations, de la curiosité et des collections à Banfoura, Abdourazak Traoré. Quand l'histoire et les faits marquants qui ont jalonné la marche de toute une nation doivent être exposés au grand public, l'heure n'est plus à l'à peu près. Tout est fait avec soin et précision. Même le lieu de l'exposition est savamment choisi. Rien n'est laissé au hasard. Nous sommes dans la cité du Paysan Noir, au sein de la toute première maison des jeunes du Burkina Faso, construite sous la période coloniale en 1957. C'est un Burkinabé, un fils de cette région qui s'est battu pour cela. Et tenez-vous bien, le colon qui était le commandant de cercle, M. Bodo, a effectivement participé. Il n'a pas eu horreur de cela, bien que ça allait servir pour promouvoir des idées évolutionnistes qui ont précédé l'indépendance sur l'instigation de Lompolo Koné, ancêtre donc du théâtre burkinabé, qui à l'occasion a présenté la toute première pièce théâtrale burkinabé, à savoir donc au pays du Paysan Noir. Décryptage des pans de notre histoire avec un focus sur des personnages clés de la région des Cascades, région qui abrite les festivités du 11 décembre 2020, mais aussi exposition d'objets ou d'engins complètement introuvables au XXIe siècle, ou encore des affichages sur l'exactitude des grands moments de l'histoire du pays des hommes intègres, des décrets coloniaux portant création et reconstitution de la Haute-Volta en passant par les journaux officiels. Toute la documentation est disponible. Sans oublier ces visiteurs qui vont aux anges face à des objets centenaires qui rappellent bien des souvenirs. C'est surtout ça, le Salon des conservations, de la curiosité et des collections édition 2020. Bien sûr, parce que ça me rappelle mon enfance et ma jeunesse, quoi.
Voilà, des objets que j'ai connus et qui ont complètement disparu dans l'utilisation des choses aujourd'hui. Et voilà. Que les enfants sachent qu'il y a des hommes et des femmes qui ont travaillé pour que ce pays-là existe. Nous avons pu faire le répertoire ici à Banfora de l'ensemble des filles et fils qui ont contribué à l'existence de ce pays. Tant au niveau du gouvernement, vous ne le saviez pas, la première femme qui a été membre du gouvernement vient de Banfora ici. C'est l'époux de Wézin Coulibaly. Vous voyez, nous avons par exemple jusqu'à 2 présidents d'Assemblée nationale ici. Donc depuis l'Assemblée territoriale, à l'Assemblée nationale. Le parcours de ce salon des conservations de la curiosité et des collections n'est pas un long fleuve tranquille. Bourema Djiga et ses collaborateurs en appellent donc à l'implication de tous pour réussir la mission commune. La première voiture, par exemple, qui est entrée ici, qui était donc de marque Jeep, datant de la Première Guerre mondiale, a disparu comme ça, parce qu'après le décès du propriétaire, les héritiers, c'est vrai, ça ne pouvait pas rouler et tout, mais ils n'ont pas su que ça avait toute une grande valeur, par exemple, pour notre histoire. Aujourd'hui, on aurait pu exposer ce véhicule ici, à Banfora, pour dire, on vous présente le premier véhicule qui est entré ici, donc, dans notre pays, et c'était donc à Banfora. C'est un Australien qui est venu, qui a eu vent, qui l'a payé, qui est parti avec, et puis donc c'est terminé. Il ne faut plus que cela se répète. Il ne faut pas que nous continuions dans ce complexe vis-à-vis de notre culture. Il ne faut pas que nous ayons horreur de notre passé. Parce que si nous ne nous approprions pas de notre passé, pour mieux vivre notre présent, nous ne pouvons pas créer notre futur pour notre bonheur. S'approprier du passé pour mieux vivre le présent et construire le futur avec sérénité, voilà qui est clairement affiché. Et désormais, cette noble mission de recherche et de diffusion sur l'histoire, ces personnages, ces biens immatériels et matériels, à chaque célébration de l'indépendance est confiée séance tenante à l'association de Bourema Djiga. Cette instruction du ministre de l'administration territoriale devrait ainsi amorcer l'ancrage institutionnel de l'association pour la préservation du patrimoine culturel par la collection. Un patrimoine culturel dominé par des atouts touristiques indéniables dans les cascades. Et l'un des fleurons de ces sites à visiter a même donné son nom à la région des chutes d'eau exceptionnelles, les cascades de Karfigila, que Luc Babelgem nous amène à découvrir. Les cascades de Karfigila, sans doute une des merveilles de la région des cascades et du Burkina Faso. Situées à seulement une dizaine de kilomètres de Banfora, ces chutes d'eau constituent un des meilleurs sites touristiques de la région. Pour comprendre les cascades, un guide touristique s'avère important. Celui qui nous conte l'histoire de ces cascades, c'est Sontier Traoré et le récit débute sous les manguiers séculaires. C'est Samori Touré qui a nommé le village. Voilà, le village s'appelle Karfigila. Je ne sais pas en venant si vous avez vu ça affiché en haut. Voilà, donc Karfigila veut dire l'endroit où il a rejeté la bataille. Rejeter la bataille en Djoula, ça veut dire qu'elle est filie là. Et là, comme c'est le Karaboro qui vit ici, ils ont du mal à interpréter. Et ils interprètent Karfila. Dans l'arrivée des Blancs, ils ont donné Karfila. Les Blancs, ils ont écrit Karfigila. Dans le nom du village, c'est venu comme ça, par Samori Touré. Quelques mètres plus haut, car il faut grimper, la grande chute. Un détour après, pile poil sur un des refuges de Samori Touré, juste à côté de là où la chute se prépare. Le petit bain est l'endroit idéal pour les jeunes. Cet espace est moins dangereux, les eaux peu profondes. Les week-ends, élèves, travailleurs et visiteurs d'ici et d'ailleurs profitent de ce cadeau de la nature. Venu pour visiter l'endroit. Tu as aimé? Oui, oui. Il y a quoi d'intéressant ici? Bon, l'environnement, les chutes d'eau. Bon, c'est ça moi je vois.
On est venu, on s'amuse. Le week-end, c'est pas cool, on vient, on s'enjaille avec l'eau. Bon, on aurait invité tous les frères qui sont à l'extérieur, bon, qui ne sont pas en forêt, ils peuvent venir. On peut faire un bon moment ensemble. Bon, Banfora, c'est le 11 décembre ici. On est là, au VP, on est là. Non, nous, on aime c'est un site touristique là, donc on aime voir, on est venu pour pouvoir visiter seulement. Ouais, on vient actuellement ici même, chaque fois même. Ça fait vraiment du bien. Ouais, c'est du bien même. Ouais, c'est joli à voir. Non. Non, on vient plusieurs fois même ici. On vient d'arriver, on voit avec la baby. Non. La région entière porte le nom de ces cascades et fièrement d'ailleurs. Après le Petit Bain, il y a un autre endroit plus loin, mais déconseillé aux jeunes, car plus dangereux. Les eaux sont plus profondes et la plupart des noyades sont enregistrées ici. Les dômes de Fabé-Dougou, les pics de Saint-Dou et le lac de Tengrela sont les autres sites touristiques qui complètent le tableau de rêve des lieux à visiter à Banfora. On a les touristes chez nous, les dômes de Fabé-Dougou, les lacs. Bon, précisément, nous sommes dans les cascades. Bon, ici, la nature est belle. Donc, pour se détendre, on vient prendre de temps en temps des temps libres. Ici, c'est l'esthétique. Quand vous êtes ici, vous êtes à l'aise, l'esprit tranquille. Il n'y a pas de bruit, c'est un lieu pour se détendre. Malheureusement, avec les crises sécuritaires et sanitaires, le tourisme a pris un coup. La population aussi, surtout. Voilà, il faut qu'ils vraiment ils viennent visiter leurs lieux. C'est pour eux, c'est leur pays. Voilà, donc vous devrez connaître vos pays, les bonheurs que vos pays ont. Il faut vraiment visiter, sinon vous n'en saurez pas. Voilà, il y a beaucoup de sites sur cette région. Par exemple, il y a le site de cascades comme ça, qui est très riche, voilà, inévitable. Et à côté aussi, il y a les dômes, il y a Pic de Saint-Dou, il y a Tengrela, il y a Douna, voilà, il y a Nyasoroni, il y a le Mont Tinakuru aussi, après Saint-Dou. Voilà, et il y a les termitières de Nyangologo. Les sites touristiques sont une motivation de plus pour effectuer le déplacement de Banfora et le tourisme local peut être une alternative pour booster ce secteur en crise. Mais vu que nombre de Burkinabés ne connaissent pas leur propre pays, il y a de l'espoir, se convainc le jeune guide qui enregistre ses clients à compte-gouttes. Et pour être complet sur ce chapitre consacré à la région des Cascades, sachez qu'à 21h00, eh bien, BF1 vous propose un plateau spécial depuis Banfora en direct, un plateau où il y aura des reportages, des entretiens, des moments de danse traditionnelle, tout cela sur BF1, c'est à 21h00. Ne le manquez pas. Cette autre information, cette fois-ci politique dans la sous-région, au Ghana, eh bien, l'élection présidentielle a livré son résultat. Le président sortant Nana Akufo-Addo a été réélu avec près de 52% de voix. Une information donnée, des résultats donnés par la commission électorale ghanéenne. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions. La suite de ce journal maintenant avec ce projet d'appui au pôle de croissance de Bagré. Après 10 ans de mise en œuvre, l'heure est au bilan, un bilan jugé plutôt positif par le Comité national de pilotage du projet, et ce au regard des nombreuses réalisations infrastructurelles et agricoles obtenues, même s'il y a des défis à relever. Benjamin Kwame. Monsieur Bagaya, résident à Bagré, exploite 2,5 hectares de cet espace risicole. Il explique aux membres du gouvernement les mécanismes mis en place par le projet Bagrépol pour un rendement meilleur dans la culture du riz. Plus de 5500 hectares ont déjà été aménagés dans le cadre de ce projet sur 30 000 envisagés. Le riz produit ici est décortiqué et mis en sac sur place à Bagré. La structure actuelle a une capacité de production journalière de 60 tonnes. Nous avons une quinzaine de permanents, une quarantaine de journaliers. Voilà. Entre autres, il y a au moins 4 femmes qui travaillent avec nous dans l'usine. Bagrépol, c'est aussi la culture maraîchère et fruitière. À côté, il y a la pisciculture. Sur cette étendue d'eau, plus d'1 million d'alevins ont été produits, 980 000 livrés. Ces poissons sont nourris et vendus sur le marché. En 10 ans d'existence, c'est également des ouvrages hydrauliques et des mesures de protection réalisées à Bagré.
Et une satisfaction générale se dégage chez le comité de pilotage réuni ce mardi à Bagré. Un bilan assez satisfaisant. Vous savez que nous avons fait le tour en 10 ans, ce que Bagrépol a fait en termes d'aménagement. Et en tout cas, il y a beaucoup d'espoir parce que nous sommes partis des premiers aménagements qui n'étaient pas tout à fait aux normes. Et quand vous voyez maintenant ce qu'il est en train de faire soit avec la Banque mondiale ou ce que la BAD est en train de faire, nous sommes conscients convaincus que cette expérience-là pourra faire tâche d'huile. Dans l'aménagement des périmètres, des populations ont été affectées. Identifiées, ils reçoivent leur titre foncier, signe de compensation, et c'est une grande joie pour eux. Depuis le début, c'est le 3e directeur général à nous rendre visite. Le précédent nous avait promis les documents de nos parcelles, mais nous n'avons rien vu. Avec l'actuel directeur général, c'est du concret. Nous avons aujourd'hui les documents et nous en sommes heureux. C'est maintenant à nous, les cultivateurs, de tout mettre en œuvre pour faire avancer le projet. Ces réalisations ont vu le jour avec certaines difficultés et il faut travailler à les corriger pour la suite du projet. Il faut corriger la lourdeur administrative. Nous devons poursuivre pour créer plus de flexibilité et faire en sorte que tous ceux qui veulent investir, que l'investisseur ne soit pas obligé d'être dispersé au niveau du pôle de croissance, qu'on puisse donner suffisamment de responsabilités aux responsables du pôle de croissance dans les questions liées au retard de paiement au niveau des producteurs, et ce qui a amené justement quelques difficultés. Et là aussi, nous devons donc travailler. Le secteur privé a investi près de 14 milliards de francs CFA dans la réalisation des infrastructures socio-économiques. Le projet d'appui au pôle de croissance de Bagré, lancé en 2011, a contribué à l'accroissement de l'activité économique à travers la création d'emplois et la hausse de produits agricoles pour lutter contre la pauvreté. À Kaya, dans le centre-nord, c'est la lutte pour un accès à l'eau potable, un assainissement et une hygiène de bonne qualité que mène l'UNICEF. Il faut dire à ce niveau que la situation dans la localité s'est aggravée avec l'arrivée massive de déplacés internes dû, vous le savez, à l'insécurité ambiante dans la localité. Pour faire face, un nexus humanitaire a été mis en place. Quel résultat a-t-il produit? Élément de réponse, Arsène Konditamde. Plus de 400 000 déplacés internes ont trouvé refuge dans la région du centre-nord du fait de l'insécurité. Un chiffre qui représente environ 42% des personnes déplacées internes sur le territoire national. Un afflux de déplacés qui fait accroître les besoins en infrastructures d'assainissement, d'hygiène et d'approvisionnement en eau. C'est pour faire face à ces besoins croissants qu'une initiative a été mise en place pour poursuivre les efforts dans le secteur. On estime que la crise affecte environ 2,3 millions de personnes qui ont vu leur accès aux services sociaux se détériorer et sont en besoin urgent d'assistance humanitaire. L'objectif de l'approche Nexus est de fournir un cadre programmatique, un appui institutionnel ainsi que le financement nécessaire aux actions humanitaires pour concevoir la réponse à des crises prolongées tout en maintenant le cap des objectifs du développement durable, ODD. Pour l'UNICEF, si les questions d'accès à l'eau potable ne sont pas bien gérées, cela peut occasionner des conflits intercommunautaires entre les personnes déplacées internes et les populations hautes. L'organisation a donc initié un plan d'urgence de préparation et de réponse pour la période chaude. Cette réponse à la problématique de l'eau en période chaude est aussi et à la fois un outil de plaidoyer pour attirer des investissements qui devront permettre d'adresser la question de la problématique d'accès à l'eau potable, d'un côté, et de l'autre côté, c'est aussi un outil de planification qui nous permet de cerner et de cadrer toutes les pistes de solutions à la crise de l'eau et de l'assainissement au Burkina Faso. Profitant de la tenue de cet atelier à Kaya, l'UNICEF et ses partenaires ont fait don de 750 000 boules de savon à la région du centre-nord pour lutter efficacement contre la Covid-19. Cette dotation va être mise à la disposition des centres de santé et des établissements scolaires. Le ministère de la Santé, avec l'appui de l'ONG GRET, se mobilise autour de la cause des femmes enceintes et allaitantes, et cela à travers le projet Muriem, un projet qui promeut notamment une alimentation saine pour ces deux catégories de personnes. Eh bien, Majid Bakwa nous en dit plus.
Au Burkina Faso, la malnutrition affecte durablement le développement des jeunes enfants et leurs mères. Pour lutter contre ce phénomène, une alimentation adaptée à leurs besoins nutritionnels est nécessaire. C'est à cette préoccupation que tente de répondre le ministère de la Santé à travers le projet Meriem, un projet qui vise à promouvoir une alimentation de qualité chez les femmes enceintes et allaitantes. Nous venons d'assister au lancement officiel du projet Meriem, qui est un projet qui va soutenir l'amélioration de la nutrition au niveau des populations cibles et vulnérables que sont les femmes enceintes, les femmes allaitantes et les enfants. Et ceci, à notre avis, rentre dans le cadre global du plan national de développement sanitaire du ministère de la Santé dans ce volet nutrition, comme vous le savez, qui consiste à améliorer la nutrition au niveau des populations cibles que nous avons énumérées tout à l'heure. La campagne de sensibilisation est l'un des piliers du projet Meriem. Durant 3 mois, plusieurs activités de sensibilisation seront organisées grâce à l'ONG GRIT dans les districts sanitaires de Bogodogo, Boulmiougo et Signoguin. Il va y avoir toute une série d'activités qui vont avoir lieu en même temps, justement pour renforcer le message. Donc, on va à la fois avoir des activités très locales dans 3 quartiers de Ouagadougou, avec des ciné-débats, de la mobilisation communautaire. En plus de ça, on va avoir la diffusion de nos messages du spot télé et radio pendant 2 mois sur des chaînes nationales et locales. Et en plus de ça, on va avoir tout un système de diffusion de recommandations personnalisées par SMS et des listes de diffusion WhatsApp pour partager le contenu de la campagne. Donc c'est vraiment un ensemble d'activités qui va avoir lieu sur les 3 prochains mois. En plus de cette campagne de sensibilisation, des aliments fortifiés en fer et en vitamines seront mis à la disposition des femmes enceintes pour répondre à leurs carences nutritionnelles. Le projet prévoit également de lancer une farine fortifiée en complément de l'allaitement maternel pour la bonne croissance des enfants de 6 à 48 mois. On parle encore de santé sous un autre angle et c'est la société minière Somisa qui marque sa volonté d'assumer sa responsabilité sociale. C'est un hôpital qu'elle met à la disposition du village de Pousguin. Nous sommes dans la commune de Boudry. L'infrastructure a été inaugurée hier. Mamounata Kaboré. Après 10 années de lutte, le combat des fils et filles du village de Pousguin dans la commune rurale de Boudgui pour une meilleure accessibilité aux soins de santé est en passe de se concrétiser. Ce 7 décembre, Pousguin reçoit un centre de santé et de promotion sociale CSPS et ce, grâce à la société minière de Sombrado, Somisa. Aujourd'hui, nous sommes très comblés parce que, imaginez, plus de 10 ans, aujourd'hui, nous sommes fiers parce que c'est un combat qui a abouti et nous remercions tous les partenaires, la Somisa en particulier, avec toutes les autorités qui ont œuvré à sa réalisation. Composé entre autres de dispensaires, d'une maternité et de logements pour le futur personnel de santé, ce don de la Somisa entre dans le cadre de son engagement à soutenir les populations hautes. Nous avons commencé l'exploration dans la zone en 2014 et on a quand même eu pas mal d'échanges avec les locaux. Il y a eu pas mal de discussions aussi qui se sont faites à tous les niveaux. Et du fait que nous savions que la mine était viable en 2017, nous avons quand même pris les avants et décidé d'aider au plus possible les populations riveraines. Et on espère de continuer sur la même lancée dans la possibilité des choses, quoi. Se succédant à la tribune pour remercier le donateur, les différentes autorités présentes à cette cérémonie officielle d'inauguration disent nourrir l'espoir de voir le CSPS clôturé, mieux équipé dans les plus brefs délais, pour qu'enfin les habitants de Pousguin puissent véritablement profiter de ce joyau, estimé à 65 millions de francs CFA. On reste dans le secteur minier avec l'édition 2020 des journées santé, sécurité et environnement de la société minière Imagod et Sakan SA. 96 heures d'activités ludiques et éducatives réalisées par les employés de la mine. Objectif, sensibiliser afin de réduire les accidents de travail, notamment. Archimède Boy, reportage.
Une chorégraphie exécutée par les employés de la compagnie minière Ayam Gold Essakane SA. Ils sensibilisent sur la santé et sécurité au travail. Ainsi, s'ouvre l'édition 2020 des Journées Santé, Sécurité et Environnement de Ayam Gold Essakane SA qui vise 0 accident de travail. On n'est pas à 0 cas, il n'y a pas une entreprise, une activité industrielle qui est à 0 cas. Mais ce qui est important, c'est d'apprendre de nos accidents et de faire en sorte que ça ne se répète pas. Donc on apprend toujours des accidents et on fait en sorte que ces accidents ne se répètent plus et on met encore des procédures et des pratiques en place pour que les employés ne se blessent pas. C'est d'ailleurs pour ça qu'on amène les employés à s'organiser pour pouvoir prendre en main la question de santé et sécurité. Parce que pour nous, ce n'est plus un objectif, c'est même notre valeur. Le thème choisi cette année est santé, sécurité, environnement, tous engagés, tous responsables. Une thématique qui ne laisse pas indifférent le ministre en charge de l'environnement. Et vous voyez que la thématique de cette année, non seulement c'est sécurité, mais également fait un lien avec l'environnement. Pour nous, ministre en charge de l'environnement, c'est une interpellation pour dire que les questions liées à l'environnement doivent être la question également une préoccupation fondamentale pour les sociétés minières en termes de réhabilitation progressive, bien sûr, des zones dégradées. Un jour, j'ai commencé à travailler et j'ai appuyé pour redresser une tôle et ma main est glissée et rentrée dans la machine. Et là, vous voyez que la machine a commencé à toujours brailler ma main avec la tôle en même temps. Le métier donc, de minier est un métier à risque parce qu'il est exposé, que ce soit aux explosifs, que ce soit aux cratères, des produits nocifs, au transport. Il faut dire que vraiment ici, c'est l'environnement propice pour beaucoup donc, de difficultés. Et donc c'est pour cela que nous avons tenu à être là, pour dire que le gouvernement met un accent particulier sur la protection du travailleur. Les meilleurs départements en termes de propreté reçoivent des prix au cours de cette cérémonie. Une distinction particulière décernée également à l'homme qui fait reculer le désert. Yacouba Sawadogo, prix Nobel alternatif 2018 pour ses efforts dans la préservation de l'environnement. Et nous entamons la dernière ligne droite de ce journal avec la 2e édition du Forum national Open Source. Pendant 2 jours, il s'agira de mener des réflexions pour une meilleure stratégie d'exploitation administrative et d'appropriation des logiciels libres. De quoi s'agit-il exactement? Abdulaziz Saré. Bonjour à tous. Ce forum national sur l'open source s'inscrit en droite ligne avec les objectifs du gouvernement burkinabé qui veut faire du numérique un levier du développement socio-économique du Burkina Faso. Après une première édition qui a révélé les défis et les opportunités de l'open source pour le pays des hommes intègres, cette 2e édition entend mettre au centre de réflexion la stratégie d'exploitation des logiciels libres afin de faciliter leur appropriation dans toutes les administrations du pays. Alors, donc, quand vous entendez parler, par exemple, de Linux, qui est un système d'exploitation contrario de Windows, c'est un type de logiciel libre. Quand nous avons un système d'exploitation Linux, il y a beaucoup d'applications qui sont utilisées pour le texte, pour les calculs. Ce que vous voyez, par exemple, sur Word, Excel, il y a des équivalents en logiciel libre. Et donc, au niveau du Burkina Faso, dans la stratégie nationale de développement de l'économie numérique, un intérêt particulier porté sur cette question pour faire en sorte qu'on puisse utiliser des logiciels libres dans nos administrations de façon efficace et beaucoup moins coûteuse que les logiciels propriétaires qui sont utilisés actuellement. Au niveau du ministère du Développement de l'économie numérique et des postes, plusieurs initiatives sont déjà en cours pour permettre l'implémentation des logiciels libres. Ces initiatives devront être renforcées par les conclusions de ces travaux. Nous sommes beaucoup consommateurs de logiciels. Nous avons commencé déjà par adopter une stratégie nationale de promotion des logiciels libres qui aujourd'hui prend en compte le renforcement des capacités des acteurs nationaux à la production du contenu local. Donc il s'agit d'accompagner les universitaires, les associations, les étudiants à produire du contenu propre même au Burkina Faso. Donc c'est là que réside ce bien fondé. Une fois que nous avons produit du contenu local, bien entendu, nous allons assurer une économie d'échelle sur le plan national
par rapport aux acquisitions des logiciels propriétaires. Ça, c'est un aspect. Il y a l'aspect également de la souveraineté numérique de notre pays. Donc, produire du contenu et sécuriser notre contenu renforce encore la souveraineté numérique du Burkina Faso. Logiciel libre, démarche d'appropriation à l'échelle nationale. C'est sous ce thème que se tient ce forum national sur l'open source. Prennent part à cette rencontre des étudiants, des chercheurs et des acteurs qui participent à l'acquisition du matériel et des logiciels. Avant de nous séparer, on retourne rapidement à Banfora où on retrouve Luc Pabelgem en direct de la cité du paysan noir. Luc Pabelgem, bonsoir. Alors, je le disais en début de journal à nos téléspectateurs, ce soir, BF1 propose un plateau spécial depuis Banfora en direct. Qu'est-ce qu'il y aura au menu de cette émission? Et aussi, quelle est l'ambiance générale à Banfora à 48 heures de la fête? Bonsoir Hervé, bonsoir amis téléspectateurs. L'ambiance est bon enfant ici à Banfora dans la cité du paysan noir. Banfora qui est devenue depuis ce soir la capitale du Burkina Faso puisque le chef de l'État et plusieurs membres du gouvernement sont dans cette belle cité-là. La fête nationale se tient également dans un contexte particulier et à voir le thème, on se rend compte de ce contexte d'insécurité et de Covid-19. D'ailleurs, ce thème nous parle de cohésion nationale et d'engagement patriotique pour un développement durable du Burkina Faso dans un contexte d'insécurité et de Covid-19. Et pour ce plateau spécial qui vous sera servi tout à l'heure à partir de 21h, c'est un plateau et un menu alléchant qui vous sera proposé. D'abord, il faut dire qu'on aura des personnalités politiques, des personnalités coutumières et des personnalités culturelles sur ce plateau, ponctuées par des prestations d'artistes. C'est vous dire que de 21h à 23h passées, vous, téléspectateurs, vous serez très à l'aise sur la télévision BF1. Merci Luc Pabelgem. Je crois que le programme est complet. C'est donc un show de plus de 2 heures que BF1 vous propose depuis Banfora en direct, toujours au cœur des grands défis. Restez sur BF1. Merci d'avoir suivi ce journal. Rendez-vous demain donc à 19h30 pour notre session de l'information. Bonsoir.